Je suis en Équateur, sur le Rio Napo, l'un des principaux affluents du fleuve Amazone. Et c'est aussi le meilleur moyen de pénétrer la forêt dense. Véritable réservoir de biodiversité, l'Équateur attire de nombreux chercheurs et scientifiques. That's amazing. Au cours de ce périple, je vais rencontrer et accompagner certains d'entre eux dans leur pérégrination. Mes principaux objectifs, le boa arc-en-ciel avec ses reflets iridescents incroyables et l'iguane rose, un animal mythique et extrêmement rare que l'on trouve uniquement dans une région interdite d'accès. De la forêt amazonienne aux îles Galapagos, je vais m'enfoncer dans une terre foisonnante de vie et de mystère. Les reptiles sont étranges et mystérieux, parfois dangereux, mais toujours fascinants. Je m'appelle Nathanaël Maury, je suis photographe et herpétologue. J'ai décidé de parcourir le globe seul, avec 15 kg de matériel sur le dos, pour photographier reptiles et amphibiens, connus ou inconnus à ce jour. Mon projet, réaliser une encyclopédie détaillée de toutes ces espèces avant qu'elles ne disparaissent. Voilà le défi qui m'attend. L'Équateur fait partie des 12 pays les plus biodiversifiés du monde. Et cette région, autour du Napo, est souvent considérée comme la plus riche du pays. C'est l'endroit idéal pour commencer mes recherches. Mais rejoindre cette jungle isolée se mérite. Après 8 heures de route et 6 heures de pirogue depuis Quito, la capitale, j'arrive enfin à destination. J'ai rendez-vous avec Ana Maria Velasco, une biologiste équatorienne qui a dédié 15 ans de sa vie à l'étude des reptiles et des amphibiens d'Amérique du Sud. J'arrive! Salut! Ouais, c'est super. Allez donc. T'es arrivé, bébé. J'ai un peu chaud, mais ça va. Ouais. Un bon voyage. T'as fait un bon Ouais. voyage. Bon, mais tu dois être un peu fatigué, mais viens. T'as une vue magnifique d'ici, non? Ah oui, là, je suis au paradis. Bon, bienvenue là. Chez moi, le Capoquier, mon Capoquier. C'est immense. Ah, il y a de la place. Et la vue imprenable. Ah, viens voir. Regarde-moi ça. Pas mal. T'es à combien en hauteur? 35, 35? c'est une belle tour. Et du coup, toi, tu fais quoi ici? Parce que moi, je suis là pour l'encyclopédie, mais... Ah, ben là, c'est une longue histoire, mais en gros, j'ai passé ma vie dans ces habitats, dans cet écosystème-là. Et après, je suis partie, j'ai fondé une famille, elle est loin maintenant, mais je viens de temps en temps et je m'éclate. Tu viens pour les vacances, quoi. Ah, Retour aux c'est pas sources. vraiment, mais pour me ressourcer. Ouais. C'est ma source de vie. Et donc, comment tu expliques qu'il y a autant de diversité ici? Pourquoi c'est un hotspot? Bon, là, il faudrait se rappeler qu'à l'époque de la dernière glaciation, cet endroit-là, cette forêt-là est restée comme un refuge, est restée tempérée. Il y avait de la glace un peu dans tous les autres endroits. Et toutes les espèces, en cherchant un peu Exactement. Et là, tout d'un coup, il a fallu qu'elle trouve sa place. Et si tu veux, là, on peut distinguer différents niveaux dans la forêt, au niveau des hauteurs des arbres.
Les espèces se complètent et se partagent toutes les ressources disponibles. Mais il faut comprendre ça, que le hotspot a permis cette explosion d'espèces. La diversité de vie s'est faite dans ces endroits-là. L'équateur et l'Amazonie, c'est un des hotspots de la planète. Exactement, c'est partie de l'Amazonie. En tout cas, c'est vraiment bien d'être dans la forêt amazonienne. Ah oui, c'est ta première fois? Ouais. Donc on va essayer de trouver ensemble les espèces que tu cherches. Enfin, moi, c'est vraiment tout ce qu'on peut trouver. Une espèce a la même valeur dans l'encyclopédie, même si moi, j'ai des affinités avec certaines espèces et que je me dis que j'aimerais vraiment les avoir. Mais après, chaque espèce a sa place. C'est parfait. Bon, bah, en parlant de ça, on va s'y mettre. Je vais monter mon camp et puis on va aller chercher des animaux. Peut-être tu le sais déjà, dans cette forêt-là où on est, dans 1 hectare, on a répertorié plus d'espèces que dans toute l'Amérique du Nord. C'est énorme. Tout un continent contre 100 mètres par 100 mètres, 1 hectare. Une quantité inimaginable des relations entre animaux, entre eux, entre animal et plante, ou entre une plante et une autre. C'est une caractéristique de toutes les forêts tropicales du monde. Je pense que j'ai vu sauter quelque chose. Je sais pas, ça a sauté. Ouais, là. Il y a un grillon. Ah. Là, il n'y a personne, on va continuer. Ouais. Viens là, je vois bouger quelque chose là. Où Là, ça? tu vois 2 feuilles là, comme ça. Je vais aller voir. Là, elle a bougé. Hein. Ah. Là. C'est une grenouille avec une tête un peu triangulaire. Oui. Tu l'encercles un peu? Ouais. En tout cas, je regarde ici, voir si elle bouge. Regarde si elle ne s'est pas échappée d'un autre côté. On va élargir les recherches. C'est pas possible. Bon, si, c'est possible. J'ai un truc sur les doigts. Attends. Attends, là, bouge pas. Je fais ici un Regarde. mur. Regarde. Ah. Oh là! Tu sais ce que c'est? C'est une pipa. Mais c'est une pipa. Oh là, elle est Incroyable. belle. Elle est magnifique. C'est vraiment Wow. spécial comme bestiole. Waouh. Il y a très peu d'individus, mais c'est rare dans la forêt et que tu le trouves comme ça. On a cherché en même temps. On n'a pas Non, mais c'est lésiné. ça, mais tu vois, milieu... Heureusement que tu l'as vu. Oui, mais milieu, peu d'eau, c'est plus facile la saison Moi, ça fait partie sèche. des espèces que j'ai toujours voulu avoir. On va sortir de ce gousier. D'accord. Waouh, bravo. Ça, c'est du bon boulot. C'est quand même impressionnant, quand même, minimal. Oui, mais t'as vu où il vit? Ça, c'est un flac qui se forme avec la pluie. Beaucoup de feuilles sèches, des pour ça différentes qu'elles ont couleurs. cette forme Donc, si cette forme particulière, en elles se forme de confondent avec feuilles. les feuilles. Et elles vont manger des tout petits poissons. Elle va bouger comme ça, elle reste toute sans bouger. C'est une feuille, donc le poisson arrive et gnac. On va se laver? Ah oui. Allez. Voilà. Allez. Est-ce que si on laisse la boue comme ça, Ouais. Non, ça. on peut attraper des saloperies.
mais regarde les racines. C'est incroyable. Ils sont super larges. Oui. Et c'est... Pour la stabilité. Oui, parce que le sol n'est pas trop profond, non? Bonjour, Ah, toi. magnifique. Eh ben, il fait sa sieste. Un petit épicrate. Oh, est-ce qu'il est beau? Si on l'amène un peu à la lumière, tu vas voir comment ça brille. C'est le nom arc-en-ciel, parce que là, tu vas voir vraiment la brillance et l'iridescence. Bon, je vais le mettre en sac et Ok. puis on va aller se positionner. Ok. On va faire la séance photo avec, Parfait. avec la grenouille et le bois. Comme ça, on le Parfait. remettra juste là où il est. Ok. On va pas le déranger longtemps. Voilà, bah tu peux le Ok. déposer. Comme ça. Ouais, je vais juste le mettre face à moi un peu. Waouh. Ah, là, je vois bien les Ah reflets oui, bleus. regarde. C'est vrai qu'on se demande toujours pourquoi arc-en-ciel, pourquoi cette iridescence-là. Donc ça, en fait, la première partie de l'écaille est transparente, la lumière pénètre et en fonction de l'angle, ça te Reflet. réverbère, en fait, ça te réfléchit Oui. différentes longueurs d'onde. Oh là. Voilà. Bonjour. Hop. Voilà. Là, je vais pouvoir faire la photo de dessus tête. Et en général, c'est entier, la tête, et après tu prends d'autres détails. Alors, je fais la photo générale de tout l'animal. D'accord. Ensuite, j'ai la tête sous 3 angles, de face, de dessus et de côté. Mhm. Et après, je fais la photo ventrale, comme c'est une photo importante pour l'identification. Là, il n'y a pas besoin de compter le nombre d'anneaux, ou Tout à fait. comme non. sur certains serpents où il faut compter les anneaux. Ah oui, Donc là, il y a j'ai des pas corails besoin. par exemple. Ouais, voilà. Ouais. Là, j'ai pas besoin de le mettre en position comme ça, donc je le laisse tranquille. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Voilà. Je vais voir pour faire la photo ventrale. Alors là, en général, j'utilise une petite vitre. Je fais un petit sandwich de serpent. Alors l'idée, c'est de pouvoir compter les écailles ventrales pour pouvoir Mais déterminer l'espèce. évidemment, la vitre. Voilà. Ah, regarde, elle reste comme ça. Ouais, elle va rester. Ah, c'est hallucinant. Bon, on peut compter à Incroyable. partir de la Tout à fait. seconde écaille sous le cou. En Jusqu'à général, on la- ne compte pas la première. Puis après, on peut descendre sur tout le corps jusqu'au Mais là, bout de la c'est- queue. C'est une des caractéristiques pour identifier l'espèce. Le Ouais. nombre de ventrales. Des fois sont doubles, des fois sont simples. Alors, ce que je vais te Hallucinant. demander, si tu veux bien m'aider, Oui. c'est de prendre la vitre très délicatement et de l'enlever. Ok. S'il veut bien rester comme ça, j'aurai une photo de meilleure qualité. Tu l'enlèves très délicatement et dès que ça touche plus l'animal, tu peux aller vite. Ok. Et moi, je fais la photo. Ouais. Vas-y, vite. Voilà. On est pas mal. Waouh. Donc là, elle va se redresser tranquillement. Regarde. Bah oui. C'est Tu vois incroyable. Voilà, on a fini Mais de non, t'embêter. je connaissais pas cette technique. Et là, ça y est, Voilà. elle va partir. Eh ben écoute, Mais elle est je vais le assez, ramener à assez son arbre. longue. On l'a dérangé le minimum de ce qu'on Tout peut à fait. faire. Là. Voilà, tu dormais ici. Et tu la laisses là où tu l'as trouvée. C'est génial. Je fais toujours ah, ça. Là, là, Elle est beau, hein. Regarde comme il Oui. enroule la Oh, plume. Et là, c'est. On voit l'iridescence. Comme il se déplace, Son corps. elle va traverser, elle va monter là. C'est incroyable. En tout cas, c'est très calme hein, comme animal. Oui, c'est un des bois pas agressif du tout. C'est génial. Bon, nous, on va continuer la séance photo. D'accord? Il y a encore la grenouille à faire et puis après, on pourra la ramener chez elle. Ok. Ok. Ça marche pas? Elle était magnifique, non? Non. Non. Ah, c'est génial. Non, je vais te. Très délicatement. Oui. Ah oui. Tu vois, Oh, c'est la cette peau. texture. Regarde, Ouais. c'est tout doux.
Tiens. Hop. Voilà. Voilà. Oh. On t'embête, hein. Ouais. C'est quand même un animal Oui. qui n'a rien à voir avec, clair. avec les autres grenouilles. La reproduction, c'est juste incroyable. La peau recouvre les œufs et tu vois des petites bosses, Ouais. des petites boules sur le dos de la femelle. Et là, le temps de la transformation, de la métamorphose des bébés, ce qui est hallucinant, c'est de voir sortir comme des espèces de pustules qui s'ouvrent, ou des cloques qui s'ouvrent, et il y a des grenouilles complètement formées. C'est incroyable hein, comme mode de reproduction, Des c'est larves, quand même quoi, pas la probable. vraie. Et quand tu trouves une femelle qui a eu les bébés, toute la peau du dos, elle est éclatée. C'est des cratères, des vrais cratères. Ça doit être horrible. C'est bizarre, encore plus bizarre, quoi. Je vais faire un gros plan de la tête. En fait, il y a des petits barbillons tout autour de la tête. Je vais faire ma photo ventrale, voilà. Calme-toi. Oh oui. Voilà. On voit bien la ligne ventrale, on se demande à Oui. quoi ça sert. Là, elle est calmée. Mais en tout tu cas, vois, là. c'est pas une espèce très farouche. Hein. Non. En fait, Non, elle joue le mimétisme. Elle ressemble à une feuille. Pourquoi être brillant si je dois me cacher? Hop là. En fait, c'est ça. Bon, et ben moi, je vais ranger le matériel et puis on va la ramener chez elle. J'ai pris le Ok. point GPS. Allez, hop. Prêt? T'as pris la pipa? Ouais. Oui, là. Oui. Allez, on est reparti. Ok. Bon, bah toi, t'es vraiment pas comme les autres. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Allez, salut. Bon, la nuit va bientôt tomber. Je te propose d'aller explorer un biotope différent. Allez, c'est On y parti. va. Après avoir exploré la forêt primaire, nous poursuivons nos recherches dans le monde mystérieux des forêts immergées et des lagunes. Ici, hors de question de mettre un pied dans l'eau, car bon nombre de prédateurs sont en embuscade. On va peut-être mettre nos lampes, il commence à faire sombre. Oui, je pense bien. Et là, on devrait pouvoir voir les yeux des animaux. J'aime beaucoup la tombée de la nuit. Il y a tous les animaux nocturnes qui sortent. C'est leur tour de garde. On entend bien les grenouilles. Par contre, on les voit pas, elles sont bien cachées. Hein. Non. Qui c'est qu'on va pouvoir voir? Ah, l'idéal, ça serait un caïman, hein? Ils ont un tapedum lucidum, on peut les voir de loin. Oui. Surtout les bébés, ils se cachent dans les herbes. Ouais. Ils se sentent protégés ou ils appellent maman. Qu'est-ce que tu as comme poisson dans ces eaux-là? Le poisson d'eau douce, le plus grand poisson d'eau douce de l'Amazonie. Les arapaima? Ils mesurent jusqu'à combien? Ah, là, des animaux jusqu'à 2,50 m. Et avec la caractéristique de sortir à la tombée de la nuit et de taper la queue. Les piranhas habitent aussi dans ces zones noires. Ils adorent mais près des berges, parce qu'ils mangent aussi de fruits. Attends, on va voir, je mets mes doigts dans l'eau. Ah, Non, il n'y a pas de piranha. pas comme ça.
J'ai entendu un bruit derrière, dans les herbes hautes. Ah, je vois un œil. C'est un caïman. Attends, je vais essayer de l'attraper. Il est juste là. C'est bon, je l'ai. Wouh! Hop là! Waouh! Il est magnifique. Regarde, il a des petites herbes sur le nez. Hop là! Il a les 3 points sur la labiale inférieure. C'est bien le Melanosuchus niger. Ah oui, exactement. Typique de ces eaux noires, des lagunes. Mais il est magnifique, mais pas trop bébé, hein? Bah ouais, il fait un bon 80 cm. Hein. Je vais lui mettre un sac sur la tête pour qu'il reste tranquille. Et puis on va aller se trouver un endroit pour faire la séance photo. Mais parce que là, parfait. on peut pas faire ça ici. Ce que je vais faire, je vais te le passer, tu vas faire la babysitter. Tiens, hop là. Oh Je vais là, il ramener. était chaud. Encore. Ah, Allez, on va se trouver un endroit tranquille. On est pas mal là, on va accoster. Hop là. Attends, toi, attends. Voilà. Voilà. Bah, écoute, là, c'est bien. Hein. Il est tranquille, hein? Petit pépère. C'est vraiment des animaux intéressants et intelligents aussi. Ah, complètement. Je vais préparer le studio. Alors, voilà. Je prends le petit pitchoun. Ok. Voilà, je vais faire les photos de la tête. Et ensuite, on fera les photos générales. Alors, on va voir cette petite bouille. Melanosuchus niger, ouais. Il est beau, hein. Oh, regarde la couleur des yeux. Alors là, je vais faire les photos au-dessus de la boîte à lumière de la tête. Et les taches noires, c'est très caractéristique de l'espèce. Les taches noires sur la Tout à labiale fait. inférieure, ouais. C'est très noir et jaune. C'est beau. Voilà, super beau. Mais évolutivement, ils n'ont pas changé au cours de l'évolution. Parce qu'ils sont très adaptés. C'est l'espèce ou le groupe parfait en tant que reptile. C'est pour ça qu'ils ont vécu et survécu depuis la nuit du temps. Enfin, c'est vrai qu'ils étaient déjà là Ouais. il y a pas mal de millions d'années. C'est 70 millions d'années. 70 millions d'années. Oui. Et les dinosaures ont disparu il y a 65 millions d'années. Bon, voilà. Ils étaient là avant. On en trouve en Australie, aussi en Afrique, aussi en Amérique du Sud. Ça, c'est la preuve que ces continents-là, un jour, ils étaient ensemble. Ça vient du même ancêtre, du même tronc, là. Ils se sont diversifiés, mais Ouais. ils sont toujours là. Ouais. Bon, ils ont juste des soucis avec les humains, mais sinon tout va bien. Je vais voir s'il veut tenir déjà sur le dos, sur la boîte. Il n'est pas si grand que ça. Là, tu n'auras pas tout le corps. On va voir D'accord. s'il veut bien. Ouais. Voilà, comme ça. Voilà. Incroyable. Ah, c'est super. C'est top. Ouais, donc là, je suis super net. Hop là. Il est juste de la taille de la boîte. La boîte, elle est bien, mais pas plus d'1 mètre. Tu peux me le tenir comme ça? Juste
au-dessus de la boîte. Voilà, c'est ça. Là, je pense qu'il a envie de bouger l'œil. Bon, ben, il ne me reste plus que la photo générale. Est-ce que tu veux nous le faire la même, mais debout? Voilà, Ouais. comme ça. Ce serait bien comme ça. Il n'y a pas de lumière en face, donc là, il va se placer devant toi. Là. Non, non. Non, là, oui. Il va reculer. Alors là, il a la queue qui est plus très bien D'accord. mise. Je vais la remettre. Je peux t'aider. Ouais. Normalement, ça se passe bien comme ça. Voilà, comme ça. Incroyable. Et dis donc, toi, va voir ailleurs. C'est juste une pure merveille. Ah, tu vois, moi, je les connais bien. J'ai passé beaucoup de temps à les photographier. Oui. Et à l'encyclopédie, j'ai déjà 11 espèces sur les 26 espèces 26. de crocodiliens du monde. Ok, sur 26. Ouais, et c'est des animaux que j'aime beaucoup. Hein. Mais si. Et les bébés, ils appellent leur maman souvent. Hein. Et la maman crocodile, elle vient pour les aider s'il y a un problème. Tout à fait. C'est un des espèces de groupes de reptiles où il y a Le plus de soins parentaux. Ouais. exactement, soins parentaux. Mais en fait, eux, c'est la maman et le père qui gardent les bébés. Ouais. Et c'est marrant parce qu'il n'a pas appelé sa maman, donc il ne doit pas avoir trop peur. Ouais. On va te ramener chez toi, parce que ça, c'est important que tu sois bien à l'endroit où on t'a pris. Oui. Je vais te remettre ton petit sac sur la tête, comme ça, tu n'auras pas Mais peur. Incroyable. Voilà. Hop, tu ne la mords pas. Voilà. Et puis, merci de ne pas avoir appelé maman, parce que toi, tu as On l'air aurait gentil, mais on ne sait eu, pas si ta maman est aussi gentille que toi. On aurait eu des soucis parce qu'ils sont agressifs, Ouais. les femelles. Ah, alors là, oui. Hop là, allez, on y va. Ça va être bien d'aller dormir là-bas. J'ai encore jamais dormi dans un capoquier. Ah, ça va être ta première fois, alors. Capoquier, c'est la première fois. Les ficus, j'ai déjà fait. D'accord. J'ai déjà dormi dans la canopée. Ah. Ah, doucement. Oh oui. Oh oui, bébé. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Bon. D'accord, là. Tu vas y aller, je te lâche. Je te lâche, je te lâche, je te lâche. Voilà. Allez. Voilà. Tu vas. Voilà. Allez, salut. Allez, bye bye. Oh, il nage, regarde. Ça y est. Super. Mais c'était magnifique. Mais il a été top. Top, 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 top. Génial. Après 2 bonnes heures de pirogue et de marche, retour à notre capoquier pour une nuit de repos bien méritée. Le lever du jour sur la forêt amazonienne, c'est génial. On entend les singes hurleurs. L'ambiance, elle est vraiment spéciale. J'ai photographié les espèces que j'ai trouvées hier soir, avant qu'Anna Maria se lève.
le lever du soleil en fond. C'est parfait pour passer en photo. Philomédusa, mais je sais pas laquelle c'est. La difficulté avec cette grenouille, c'est de l'avoir les yeux ouverts, parce que son réflexe de défense, c'est de se mettre en boule et de fermer les yeux. Voilà, bouge plus. Bonjour. Salut, bien dormi? Ah oui. Moi, c'est mon réveil de presque tous les jours. Ah, c'est chouette, avec le chant des singes. C'est les animaux qu'on a vus hier. Ouais, hier soir, ceux que j'ai attrapés dans la soirée. Ça, c'est Corallus hortulanus. C'est un boa arboricole. Et ça peut mordre, mais en général, ils sont c'est cool ou pas. Allez. Ouais, voilà, c'est ce qui me semblait. Bon, dis donc. C'est pas comme ça qu'on fait, hein? Il va se laisser faire, il a du caractère celui-là. Hein. On est pas mal dans la ventrale, là. Voilà. Alors, c'est un serpent qui a glyphe. Il a des bonnes dents, mais elles n'ont pas de canal venimeux. Donc, s'il mord, il n'y a pas de problème. Hein. Ça fait mal, mais c'est pas dangereux. Ça suffit maintenant. Hein. Tu te calmes. Regarde là. C'est là que ça se passe. T'as beaucoup de patience. La patience, c'est la clé. Oui. Je pourrais te regarder faire toute la journée. Bon, bah voilà. Je vais pouvoir te remettre dans ton sac, là. Je fais de la grasse mat. Pendant que tu faisais les photos. Ah, je me suis levé tôt. Hein. Ah mais oui, il faut profiter. J'ai fini les séances photos. Oui. Là, je vais remballer. Après, je vais aller déposer les animaux là où je les ai trouvés. Ah, Puis, je vais continuer mon parcours au Galapagos. oh, waouh. Un beau parcours quand même. Ouais. Chapeau. Surtout, Ok. les petits copains. Ah oui, là tu vas les relâcher. Ouais, je vais faire mon tour de relâche. Et ensuite, je prendrai la route. Ok. Bon, en tout cas, c'était vraiment sympa de m'accueillir. Ça m'a Oui. fait super plaisir d'être là. Et puis, dans un environnement comme ça, c'est encore mieux. Je pense que tu vas être encore émerveillé avec le Galapagos. Ouais, ça va être bien. Et si ça te manque, je suis là. Ça marche. Ok. Eh ben, grand merci. Bon, ciao. À plus. Ciao, ciao, ciao. Bon voyage. Merci. Ok. Ciao. Prochaine étape de cette expédition en Équateur, les Galapagos. Un immense archipel où chaque île a sa particularité. Je vais concentrer mes recherches sur celles d'Isabella et de Santiago. Mais pour l'heure, c'est à Santa Cruz que commence ce périple. L'archipel des Galapagos est situé à près de 1000 km au large des côtes de l'Équateur.
Il a été formé au travers d'une intense activité volcanique et ces îles sont restées longtemps inhabitées. Cet isolement a créé des espèces uniques au monde. Véritable vitrine de l'évolution, les 19 îles et la réserve marine qui les entourent sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est après son voyage dans les Galapagos que Darwin a élaboré sa théorie de l'évolution par la sélection naturelle. On trouve aussi bien des espèces habituées aux eaux tropicales que celles habituées aux eaux froides des plus hautes latitudes. Beaucoup d'espèces terrestres des Galapagos se sont tournées vers ces eaux très riches pour subsister. Les iguanes marins, par exemple, qui sont arrivés ici depuis le continent, témoignent de la pression évolutive qui s'est exercée sur la faune et la flore au cours des siècles. Pour survivre, ils ont dû s'adapter et aller chercher leur nourriture au fond de l'eau. Des animaux qui ont vraiment du caractère dans leur morphologie. Et puis vraiment, ils ont une allure de Godzilla. C'est vraiment des petits dinosaures. Ils ont vraiment une crête impressionnante. Vraiment intéressant. C'est un petit peu un jardin d'Éden ici. Je viens partager l'ombre avec eux. C'est des animaux extraordinaires. Ce sont les seuls lézards de la planète qui vont se nourrir dans la mer. Ils n'avaient pas assez à manger sur l'île en période sèche. Du coup, ils ont commencé à aller dans l'eau et puis maintenant, ils sont complètement adaptés. C'est-à-dire qu'ils se nourrissent d'algues dans la mer, sur les rochers. Ils vont brouter sous l'eau. Il va plus loin, se mettre au soleil. Ici, on est dans le parc national des Galapagos, qui a des règles très strictes. Donc je fais des photos comme ça, mais je n'ai pas le droit de les toucher. Donc, pour l'encyclopédie, c'est problématique. Mais d'un autre côté, il faut voir qu'ici, les animaux sont très bien protégés. Et là, s'il n'a pas peur de moi, c'est parce que personne ne les embête. Ça, c'est génial. Des animaux très particuliers, on voit bien leurs grosses pattes à l'avant. En fait, ils ont des os beaucoup plus denses que les autres iguanes de la même taille. C'est-à-dire qu'ils ont densifié l'avant du corps, ce qui leur permet de plonger et de pouvoir descendre en apnée. Donc, ils sont capables de faire des apnées de 20 à 30 minutes et de brouter les algues au fond comme ça. Alors là, ce qu'il vient de faire avec ses naseaux, c'est qu'il a éjecté le sel de son nez. Ils se servent de la glande lacrymale pour concentrer le sel de tout leur corps et la rejeter comme ça en soufflant avec le nez. C'est quand même une adaptation assez géniale. Ça leur permet de diminuer leur taux de sel à l'intérieur du corps. Bon, je vais te laisser à ta sieste, puis moi je continue. Je vais me joindre à une expédition scientifique sur les traces du mythique iguane rose. C'est au nord d'Isabella, sur le volcan Wolf, que mon aventure exceptionnelle va débuter. Pouvoir approcher l'un des reptiles les plus rares au monde est un véritable privilège. L'iguane rose vit dans l'une des régions les plus protégées de l'archipel, sur un territoire où l'accès est tout simplement interdit. Ces 15 dernières années, seulement une dizaine d'expéditions scientifiques ont obtenu l'autorisation de s'y rendre. Les autorités du Parc national des Galapagos ont accepté que je participe à celle menée par Giuliano Colosimo, l'un des proches collaborateurs du scientifique qui a identifié cette iguane. On se rend là-bas pour poursuivre notre programme de traçage des animaux.
On essaye d'en apprendre plus sur les spécificités de cette espèce. Quelle est la taille de la population d'iguanes roses? Pas très importante, on l'estime à environ 250 adultes. C'est très très peu. Je vois. Et c'est une espèce qu'on trouve uniquement sur un tout petit territoire de 25 km², situé sur un volcan actif qui peut entrer en éruption à tout moment. Donc le temps qui nous est imparti pour mettre en place une stratégie de protection pour cette espèce est limité. On doit agir vite. Après 6 heures de speedboat, nous arrivons dans le nord de l'île d'Isabela, probablement la zone la plus sauvage de l'archipel. L'hélicoptère du parc national est aussi au rendez-vous. Pour cette expédition hors norme, Gregory Lebart, vétérinaire américain, et 8 rangers du parc national vont travailler aux côtés de Giuliano Colosimo. Derrière moi se dresse le volcan Wolf. Ici, on débute l'expédition scientifique. Donc on va monter en hélicoptère tout le matériel et puis toute l'équipe. Et en haut, on va établir le campement pour pouvoir étudier les iguanes roses. C'est vraiment une expédition très intéressante. C'est pas souvent que les gens montent ici. Là, ça fait 2 ans que personne n'est monté. Donc j'ai vraiment hâte de voir les iguanes roses. Ce n'est qu'en 1986 que les rangers observent un iguane rose pour la première fois. Ils pensent alors avoir affaire à un iguane ayant subi des mutations génétiques. 20 ans plus tard, après plusieurs années de recherche, Gabriel Gentil découvre qu'il s'agit d'une espèce à part entière. Cette nouvelle mission lancée par le scientifique italien permettra d'en apprendre un peu plus sur ce reptile qui n'a pas encore livré tous ses secrets. Cette île est la plus grande des Galapagos. Ces 5 volcans encore actifs continuent de façonner des paysages étonnants, peuplés d'une faune unique au monde. L'ascension du volcan Wolf est difficile et périlleuse. Aucun sentier ne permet d'atteindre son cratère qui domine tout l'archipel à 1710 mètres d'altitude. En cette saison, l'approche est délicate. Les nuages épousent son sommet en permanence, contribuant à renforcer le mystère qui l'entoure. En découvrant ce territoire grandiose, je pense à ce qu'ont dû ressentir les premiers navigateurs européens qui ont accosté aux Galapagos en 1535. Je pense aussi à Charles Darwin, le grand explorateur qui n'avait pas pu visiter cette montagne de feu lors de sa venue dans l'archipel en 1830. Peu d'hommes se sont aventurés sur ce territoire interdit. Moins de 200 personnes au monde auraient eu le privilège d'apercevoir l'iguane rose. Et je réalise ma chance d'être ici. Mais je pense aussi aux défis qui m'attendent. Cette expédition ne sera pas de tout repos. Il va falloir composer avec la chaleur, l'humidité quasi permanente et un terrain difficile. Les gars, l'hélico ne pourra pas revenir aujourd'hui. Il y a trop de nuages. Il en reste en bas? Non, en bas, il n'y a plus personne. Juste le matériel de la cabane.
Et l'eau de la piscine, elle est chaude? Oui, super chaude. Bon, je vais aller nager. Oui. Et tu me dis quand le dîner est prêt? Bien, monsieur. Ok. Il y a une bonne ambiance sur le camp. Tout le monde est content d'être là. Et là, c'est vraiment un endroit particulier. On est dans la brume, on est dans le nuage, en fait. Juste au bord du cratère. C'est vraiment un coin sympa. Bon, je vais monter ma tente, comme ça je serai prêt pour la nuit. Comme là, ça va tomber bientôt, là. Dans une demi-heure, il fera nuit. Allez. Chacun a pris ses marques. C'est maintenant l'occasion de se détendre, d'échanger sur nos passions communes et d'exposer le déroulé de l'expédition. Demain commence la recherche tant attendue. Le soleil se lève sur Wolf et son cratère de 7 km de diamètre. C'est le jour J et tout le monde se prépare pour cette première journée de recherche. Donc on va marcher jusqu'à la passerelle. Et si on voit un iguane, on crie « Iguane !» Allez, au boulot. Nathanaël, Nathanaël, est-ce que tu pourras mesurer les UV quand on trouvera un iguane? Bien sûr. L'idée, c'est que quand on va repérer un iguane, il va bouger. Mais on veut la mesure du rayonnement UV à l'endroit où il était quand on l'a trouvé. L'excitation se ressent même chez les rangers du parc national. La mission scientifique a obtenu un permis de 5 jours et le temps est compté. De mon côté, la pression est grande. J'espère rapidement trouver ma place dans l'équipe et me rendre utile. J'espère aussi obtenir l'autorisation de réaliser la première planche photo d'un iguane rose. Tout semble proche. En réalité, dans ce grand décor, dépourvu de chemin, il est difficile d'évaluer la durée de chaque trajet. Nous sommes sur la ligne de l'équateur et à cette altitude, le rayonnement solaire et le taux élevé des ultraviolets sont nos pires ennemis. Le territoire des iguanes roses se trouve à environ 2 heures de marche du campement. Il occupe une petite bande de végétation qui borde le cratère. Dans ce secteur se côtoient les tortues géantes de Wolf et les iguanes jaunes, que l'on appelle aussi les iguanes terrestres des Galapagos. Là, il y a un iguane jaune. Je vais essayer de m'approcher doucement. L'iguane jaune, lui, il vit sur toute l'île ici, mais il vit aussi sur d'autres îles de l'archipel. Donc lui, il n'est pas en danger d'extinction, parce qu'ils sont très nombreux et ils ont un biotope beaucoup plus varié. L'iguane rose, lui, il vit que sur le volcan Wolf. Par contre, sur les populations d'iguanes jaunes qui vivent ici, ils partagent exactement le même habitat que les iguanes roses. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il fait de la thermorégulation. Il a passé la nuit au frais. Cette nuit, il faisait 14 degrés. Et là, il est en plein soleil, il se réchauffe. Une fois qu'il aura atteint la bonne température, il ira chercher à manger. Il ira manger, donc c'est des herbivores, hein. Donc il ira manger des plantes autour. Je vais essayer de m'approcher encore plus près. On va voir s'il me laisse faire, s'il a confiance en moi. C'est les animaux qui réagissent beaucoup plus au mouvement qu'au bruit. Donc il faut que je bouge tout doucement. En fait, ils communiquent par des hochements de tête pour indiquer que c'est leur territoire.
Ah, voilà, là je suis trop près. Bah oui. Bonjour. Là, il y a un ranger qui m'attend. Je vais le rejoindre parce qu'il s'impatiente. Je vais essayer de partir sans le faire fuir. Ce qui va pas être facile parce qu'il faut que j'arrive à m'en aller tout doucement. Ah. Là, il a bougé la queue. C'est signe qu'il est prêt à partir en courant. Je vais essayer de vraiment partir tout doucement. Ah, ici, il y en a un. Iguane! Ici, dans cette direction. Où était la tête? Là. Comme ça. Là, on relève bien la position de l'iguane. Moi, je mesure les UV, en fait. Donc l'exposition UV pour faire des relevés scientifiques. Donc on essaye de savoir comment il s'expose aux UV, à quelle quantité. C'est des informations très intéressantes. Donc ça, c'est une partie de mon job ici. Cette première capture est l'occasion pour chacun de prendre ses marques. C'est Nathanaël qui l'a, tu peux le laisser. Parfait. Donc j'ai la mesure des UV. 235 microwatts. C'est un rose. Oui, c'est un rose. Sous le contrôle de Giuliano et Grégory, nous effectuons toutes les mesures et les relevés qui permettront d'enrichir la base de données. « 50,4. 50,4 pour la première, non? 50,4. 50,2. Une femelle, c'est une femelle. 50,2 pour le corps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quel est son numéro? 901. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il faut lui mesurer la tête? Oui, on prend différentes mesures de la tête, sa longueur et sa largeur. Donc c'est 57, 58. 57, 88. De large. Est-ce qu'on peut avoir son rythme respiratoire? On peut calculer comme on veut, 30 secondes ou en plusieurs fois. Peut-être que Ronaldo peut le noter? Chut. C'est quoi ça? « 60. 60. Donc le rythme respiratoire, c'est 10 par minute. Oui, et le rythme cardiaque, 60 par minute. Tu le casses. C'est très romantique ici. C'est pourquoi ça? C'est pour la pression intraoculaire. Ça mesure la pression de l'œil et ça indique si ses yeux sont sains, s'il n'y a pas de glaucome par exemple. Oh, je vois. Chez les humains, on le fait en propulsant un petit jet d'air. Ouais. C'est bon?
8. 8. 8. Bon, c'est bon. Maintenant, tu fais une échographie? Tu cherches des œufs? Oui, c'est ça. Vous en avez déjà trouvé? Non, c'est la première fois que je fais ça. En 2010, on a trouvé quelques femelles avec des œufs. Mais à ce moment-là, on n'avait pas de GPS prêt. Je vois. Je le tiens comme ça. Ce truc-là, on dirait un œuf. Tu peux prendre une photo avec ton portable? Ah, le bon outil. Attends. Oui, Attends. on le sent à la palpation? Oui, parfois. J'y vais avec mon doigt. Elle en a peut-être? Oui, regarde, mets tes doigts là. Passe ton doigt là où il y a le mien. Tu sens là? Ah oui, oui, il y a quelque chose, c'est sûr. Elle en a? On dirait que oui. Combien? Je peux pas te dire combien il y en a. Je pense qu'elle a des œufs et je crois qu'ils ont des coquilles. C'est une très bonne nouvelle. Ouais. Tu l'as noté? Numéro 46. 46. Oui, monsieur. C'est super qu'elle ait des œufs. C'est sûr. On ne sait pas combien. On sait juste que oui. Des œufs, oui. Oui. Tu ne mets pas la pointe vers l'avant? Non, c'est que de ce côté, ça serait mieux. Parce que quand il marche dans la végétation, ce côté-là est plus plat et ça va bloquer. Et là, c'est plus rond, ça risque de mieux passer. Oui, les autres, on a fait comme ça. Oui, c'est là qu'il faut le mettre. C'est dingue. ¿Quieres la rotola para ponerle? Ponle. Se me le queman los azules. La dermis. Uy, sóbate el ojo. Sóbate el ojo. No le hace nada, no se mueve, no le hace nada. C'est notre première prise? Oui, c'est un bon signe. Je l'amène, c'est une nouvelle. Jamais vue. Elle n'a pas de marque. Donc c'est un nouveau spécimen? Vous l'avez jamais attrapé avant? C'est ça, elle n'a pas de marque. Pas de marque. Tu penses qu'elle est plutôt jeune ou plutôt âgée? Elle n'est pas très grande, hein? Elle n'est pas jeune, elle est âgée. Âgée. Oui, parce que tu vois, Ah oui, ça, c'est commun chez les vieux iguanes. je vois. Les plus âgés ont souvent perdu le bout de leur queue. Elle est très agressive. C'est un animal super curieux. Elle vient nous voir pendant qu'on travaille sur l'iguane.
Attention, il y a un monstre qui arrive sur vous. Incroyable, la taille qu'elle fait. C'est une espèce qui est endémique des Galapagos, mais elle est encore plus restreinte que ça, puisqu'elle vit que ici, sur le volcan. C'est un animal imposant. Elles ont développé un cou qui peut monter assez haut. Et en fait, dans les périodes sèches, où il n'y a plus de végétation au niveau du sol, elles vont aller manger les petites feuilles sur les buissons. Et donc le fait d'avoir un grand cou, elles vont se dresser sur les pattes, allonger le cou le plus qu'elles peuvent, et elles vont monter chercher les petites feuilles le plus haut possible. Là, ce qu'on voit là, c'est la croissance en fait. À chaque fois qu'elle grandit, on va avoir une ligne supplémentaire. On appelle ça les sutures sur la carapace. C'est des animaux qui peuvent vivre très très vieux. Donc à l'état naturel, on ne sait pas exactement, mais en captivité, elles peuvent vivre plus de 200 ans. Bon, c'est cool, j'ai quand même des bonnes photos. C'est pas facile ici parce que j'ai pas le droit au flash non plus. Donc il faut s'adapter aux conditions. Là, comme il fait très beau, on arrive quand même à faire des photos. C'est un peu compliqué, mais c'est faisable. Nat? Oui. Alors on a besoin d'une photo de ce côté avec le maître à côté de la gueule. Avec ce maître, c'est mieux, non? Oui, et une photo de l'autre côté. Ça te va? Tu peux compter chacune des écailles. Oui, ça devrait le faire. Ouais. Largo de cuerpo. Ya. Este costado. Super boulot tout le monde. 3 pour la première journée, c'est génial. C'est mieux que la dernière fois. On peut voir de la fumée qui vient des montagnes. Oui. Donc le volcan est encore très actif. Alors on devrait peut-être y aller. Ouais. Il y a très peu d'animaux qui ont un habitat aussi restreint. Exactement. Ça fait partie de ces questions auxquelles on essaye de répondre à travers nos recherches. Dans toutes les îles Galapagos, c'est le seul endroit où tu peux trouver des iguanes roses. Donc il y a forcément quelque chose ici qu'il n'y a pas sur les autres îles. Le fait que ce soit le plus haut volcan de tout l'archipel doit forcément jouer un rôle. Il leur faut de la fraîcheur. Oui, et aussi de la végétation. La flore ici est très très riche. C'est vraiment unique. C'est unique, oui. Un autre point important, c'est qu'au cours des 500 dernières années, de nombreuses espèces ont été affectées par la présence de l'homme. Oui, ici, les gens ne peuvent pas venir les déranger. En fait, personne n'est monté jusqu'ici pour nuire aux iguanes roses. On ne savait même pas qu'ils existaient il y a 35 ans. Oui. Et personne ne savait qui ils étaient. Alors, où les situer dans l'échelle de l'évolution? Est-ce qu'ils étaient plus nombreux? Oui, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a 100 000 ou 1 million d'années, ils n'étaient présents qu'ici, sur le volcan Wolf?
Les données que nous avons suggèrent que les iguanes roses, c'est-à-dire leur lignée, pourraient être bien plus anciennes que l'île elle-même. Ce qui soulève une question, d'où viennent-ils? D'où il vient? Ils étaient peut-être présents sur d'autres îles qui ont disparu et se seraient réfugiés, créant une nouvelle population. C'est pour ces raisons que cette espèce est intéressante à bien des égards. C'est très mystérieux. Oui, exactement. Ici, on trouve une écologie tout à fait singulière, une histoire évolutive unique, une compétition inédite avec les iguanes jaunes. Parce qu'encore une fois, ici, on ne trouve pas que les iguanes roses, il y a aussi les jaunes. Ce qui est intéressant, c'est que les iguanes jaunes et les iguanes marins peuvent s'hybrider, mais pas les iguanes jaunes et les iguanes roses. Il y aurait plus d'écart entre les iguanes roses et les iguanes jaunes qu'entre les iguanes jaunes et les iguanes marins? C'est vraiment intéressant, car l'iguane marin et l'iguane jaune ne sont pas classés dans le même genre. Oui. On pourrait donc penser que génétiquement, ils sont très éloignés. Le genre a été déterminé par les humains. On a pris tel genre c'est pour celui-là, tel genre c'est pour celui-là. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on a la génétique. On a juste à regarder. Exactement. On leur donne un nom, mais eux ne le connaissent pas. Et d'ailleurs, ils s'en fichent. Oui. Ce riz est meilleur que d'habitude, non? Avec une vue pareille. C'est sûr. Est-ce que le chocolat était meilleur que d'habitude? Non, pas vraiment. Je n'ai jamais mangé dans un restaurant avec un tel panorama. C'est sûr. Nat, Oui? on va vérifier l'antenne? Ok. Ok. Giuliano doit inspecter une antenne relais installée lors de la dernière expédition en 2019. Au bout d'une heure de marche, dans cette végétation dense, nous atteignons enfin le site. Ça, c'est l'antenne principale qui collecte les données des GPS installés sur les iguanes. Et ici, on a l'antenne parabolique qui les envoie au satellite. Et le panneau solaire a l'air de fonctionner. C'est aussi une station météorologique. Nous récoltons les données météo, température, rayonnement UV et pluviométrie. Notre objectif principal est de découvrir où les femelles iguanes roses font leur nid. On va donc utiliser les données de localisation GPS pour essayer de déterminer où elles vont nicher. Malgré plusieurs années de recherche, nous n'avons jamais vu de très jeunes iguanes roses et pourtant, en pratiquant des échographies, nous avons trouvé des femelles portant des œufs. Nous pensons que les chats s'attaquent aux petits reptiles, ce qui expliquerait que nous n'ayons jamais observé de juvéniles. Ok, allez, au travail. C'est parti, oui. Alors, tu retrouves tes données? Je suis en train de les télécharger. Ok, c'est bien. Tu es content du résultat? Comme ça fonctionne correctement, on peut être sûr que les nouvelles données pourront être récupérées comme la dernière fois. Oui, c'est ce qu'on veut. Donc, oui, je suis effectivement très content. Il est temps de rentrer au camp pour retrouver les autres membres de l'équipe. Tiens, salut toi. Je n'ai pas encore pu photographier d'iguane rose, mais je garde confiance. J'ai appris à faire preuve de patience avec les animaux et c'est aussi une bonne clé avec les humains. Ils travaillent dur, hein? La maison n'est pas mal. Où est la piscine?
Cette petite cabane servira d'abri pour le matériel et les repas. Elle permettra également de récupérer l'eau de pluie qui remplira les citernes. Avoir des réserves d'eau à disposition sera un gros avantage logistique pour les futures missions. Ce soir, nous profitons de ce petit confort en nous remémorant nos découvertes du jour, à l'abri de la pluie qui ne tarde jamais à s'inviter sur ce volcan piégeur de nuages. C'était une bonne journée de travail. Aujourd'hui, on a capturé 7 iguanes roses, ce qui est très bien. Et puis, l'endroit est juste incroyable, quoi. Le volcan, la végétation avec les cactus. C'est vraiment un endroit qui est mémorable. Bon, et moi, je vais me coucher parce qu'on a une grosse journée demain aussi. Et puis, il faut se reposer. Et là, il pleut. C'est pas le moment de traîner dehors. Allez, bonne nuit. Hier, ça a été une super journée. Aujourd'hui, on va faire un peu différemment. On va se diviser en 2 groupes, 2 équipes. Un groupe va s'occuper des iguanes, comme hier, et Johannes et moi, nous allons à la station météorologique. Bonne journée. Bonne journée à tous. Bonne journée. On y va. Ce matin, l'excitation est à son comble, car je viens d'apprendre que je vais enfin pouvoir photographier un iguane rose. Mon rêve d'ajouter cette espèce rare dans mon encyclopédie des reptiles n'est plus très loin. Mais réussir une planche photo avec un animal que je ne pourrais pas manipuler risque d'être compliqué. Iguane! Un iguane. Rose? Oui. Un rose? Oui. Allez, faut y aller. Qui? Donc quelqu'un s'en occupe ou c'est moi qui le fais? Je peux le faire, hein? Ok. Non, c'est pas toi, c'est Roberto qui le fait. Alors d'abord, il faut retirer le plus gros et après on le mouillera. Peut-être un peu juste là, le long de la colonne. Maintenant, on va le mouiller. Tiens, je te donne la serviette. On veut voir toutes ces couleurs. Tiens, tu mets ça dessous et celui-là, faut le tenir au-dessus. Ok, je le sors. Oui.
Oui, dans l'autre sens. No importa que tú tengas. Para. Lève un peu sa tête. Non, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pour qu'il soit constamment à l'ombre. Ah, tu le veux dans l'ombre? Oui, à l'ombre. J'ai compris. Tout son corps, même la queue. Je pense qu'on devrait commencer par la photo ventrale. Ça devrait l'apaiser. L'important, c'est qu'il soit calme. C'est de lui mettre la tête bien à plat. Tu peux le retourner? Si. Donc, la queue devrait être par là. Alors, si on met la queue là, il devrait entièrement être à l'ombre. Oui, complètement dans l'ombre. Oui. Comme ça? Oui. C'est bien. Donc, quand tu le sens apaisé, tu retires ta main doucement. Et tu ne bouges plus. Il veut s'enfuir. Oui. Ma main, ça va? Oui. Voilà. J'en prends plusieurs. C'est bon pour la ventrale. Beau boulot. Fidelino, bueno. You done before? Yeah, I know. At night. Ok, je peux faire la photo de face d'abord. Maintenant, je vais bouger tout doucement pour photographier le dessus de la tête. Ok. Maintenant, je vais faire un cliché juste de la crête. Laisse-le comme ça. Je vais essayer d'aller doucement. Oui, j'y étais presque. Je prends juste la crête. Oui, juste la crête. C'est comme ça, c'est bien. Ok. Je vais faire une photo spéciale des pattes. Alors maintenant, j'ai besoin de l'animal en entier, sans aucune main sur lui. Ya no se muevan para que tengas el tiempo de poder. Ok. Prêt? C'est bon. Merci beaucoup. De rien. Ronaldo, tu peux commencer par mesurer la pression oculaire et le rythme cardiaque? Consideremos, está muy estresada ya. No podemos dejarle ver el reloj. C'est absolument génial. C'est un animal qui est vraiment hors de portée pour presque tout le monde. Là, j'ai eu la chance vraiment de pouvoir faire ça avec les scientifiques qui m'ont aidé. Et vraiment, je les remercie de tout cœur. C'est un animal qui est hors du commun, qui est mystérieux. On a encore beaucoup de choses à apprendre sur lui. Il est extrêmement rare. C'est un peu le Graal au Galapagos de pouvoir photographier cet animal. Donc je suis vraiment hyper content. C'était un de mes rêves et là, il se concrétise. C'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Nathanaël! Nathanaël!
L'expédition se poursuit à rythme soutenu. Le temps est compté, il ne reste que quelques jours pour accumuler un maximum d'informations. Tu penses quoi de sa peau? Parasite. Parasite. Ce sont des tiques? Oui. Partout où il y a des problèmes de peau, c'est plein de tiques. Est-ce que tu peux me montrer la peau sans... la peau normale? Tu vois tous les points rouges? Oui, je les vois. C'est incroyable. Oui, on voit bien les points rouges là. C'est drôle, quand je prenais des photos avec mon portable, je voyais juste que c'était orange, mais je ne voyais pas les tiques. Voilà, la peau saine. Ouais, c'est génial. Hey, un autre cadeau, super, merci beaucoup. Celle-ci est déjà marquée, c'est la trace du GPS. Oui, on voit les résidus de colle sur la queue. Elle a l'air en pleine forme. Je crois que tu as vu des œufs ici, c'est ça? Oui, elle a des œufs. Tu es content qu'on en ait trouvé un autre, déjà marqué? Bien sûr, parce qu'on va pouvoir continuer à la suivre pendant les prochaines années et ainsi récolter de précieuses données. Des données sur le long terme. Exactement. Et maintenant, on sait qu'elle a des œufs, donc elle va forcément aller pondre quelque part. Et grâce aux données GPS, on va peut-être enfin pouvoir découvrir où. Je mets mon doigt là. Il faut que j'appuie ou... Je pense qu'il faut juste appuyer sur menu et après tu peux figer l'image. Ah oui. Ce ranger du parc national va pouvoir réaliser sa première échographie. À droite et aussi à gauche. Oui, on dirait qu'il y en a 3. Oui, 3 œufs. Des œufs? C'est mes premiers œufs. T'es doué? Il est meilleur que moi. Johannes, je crois que tu vas être papa. C'est super de voir l'équipe comme ça. Chacun essaie d'apprendre aux autres ce qu'il sait. Tu sais, pour que le projet puisse avancer, le savoir doit être partagé. Sinon, ça n'a aucun sens de faire ce qu'on fait là. Si nous venions juste ici pour faire nos études et repartir, ça n'aurait aucun intérêt. Donc ça veut dire que même quand vous n'êtes pas là, ils peuvent continuer le projet. C'est aussi ce que souhaite le parc national. Et nous sommes très heureux de le faire. Et ces rangers sont super. C'est ma 5e et dernière nuit en haut du volcan. Après s'être donné autant de mal, Giuliano et Grégory espèrent que les données recueillies permettront d'en apprendre un peu plus sur cet animal si mystérieux. Tu peux prendre... Ah, tu les as déjà. Oui. Tu as vu à quelle vitesse ça a réagi? On a une séparation bien délimitée entre le plasma et les globules rouges. Oui, c'est plus du tout mélangé. Exactement. Donc on va utiliser le plasma pour mesurer précisément la concentration en vitamine D. C'est un des éléments de la recherche qui, avec un peu de chance, va nous permettre de comprendre pourquoi ces iguanes ont une absence de coloration et pourquoi ils sont roses. Donc, ils sont roses parce qu'il y a des parties de leur corps qui n'ont aucune pigmentation et on voit leur sang à travers. À travers les vaisseaux sanguins. C'est tellement intéressant. Et normalement, quand on s'expose beaucoup aux UV, on produit pas mal de vitamine D.
Pour eux, il semblerait que ce soit l'inverse. Les résultats préliminaires semblent montrer que comparé aux iguanes jaunes et aux iguanes marins, les iguanes roses ont un niveau de vitamine D plus faible. Il doit s'agir d'une autre forme d'adaptation. Ils ne synthétisent pas la vitamine D aussi facilement que les autres espèces? Exactement. En fait, ils évitent le soleil, contrairement aux iguanes jaunes. Ils ne passent pas beaucoup de temps au soleil. Il y a une autre raison qui nous motive, c'est d'établir une sorte de norme, du genre « qu'est-ce qu'un iguane en bonne santé ?» D'accord. Donc vous collectez énormément d'informations et elles vous indiquent si tous ces animaux sont en bonne santé. Si un jour vous mesurez des données qui sont en dehors des limites, c'est qu'il y a un problème. Exactement. Et disons qu'il peut se produire des événements du genre éruption volcanique, El Niño ou autre chose, mais il se peut aussi qu'un jour, on mette des iguanes en captivité. Et alors là, on change la donne, tu vois. Et tu sais mieux que quiconque que ces datas seront essentielles pour un environnement contrôlé. Oui. La différence, c'est que pour les hommes ou les animaux domestiques, les études sont basées sur des milliers ou des millions d'individus. Ici, on parle de 40. Oui. Alors le point positif, c'est que durant cette expédition, on a trouvé un jeune iguane d'environ 2 ou 3 ans, voire 4. 2,4 kg. Oui. Et c'est clairement un bon signe. Ça signifie que l'espèce se reproduit et donc que la population augmente, même si ce n'est que de manière réduite. Est-ce que c'est suffisant ? Probablement pas, mais c'est encourageant. Nous essayons de comprendre pourquoi en tant d'années, nous n'avons jamais réussi à trouver des bébés iguanes. J'adore quand la science s'attaque à un mystère. Oui. Parce qu'ici, c'est un vrai mystère. On voit des adultes partout ici, mais pas de bébés. Et pourtant, vous avez fait des échographies sur beaucoup de femelles, et elles ont des follicules en train de se développer. En tout cas, je tiens à vous remercier tous les deux de m'avoir montré toutes ces choses, et aussi les rangers qui sont exceptionnels. En tout cas, merci de nous avoir accompagnés et de t'être intéressé à tout ce que nous faisons ici. C'est un travail important. La plupart des gens ne savent même pas qu'il existe des iguanes roses ici. Alors... Mais leur sang est rouge. Oui. Merci beaucoup. Tes questions étaient super. Tu sais, ça nous aide vraiment à continuer, à réfléchir et à explorer. Oui. Belle aventure. Avant de quitter les Galapagos, je vais pouvoir assister à un événement exceptionnel. Ce matin, l'île de Santiago s'apprête à accueillir 500 iguanes jaunes. Il s'agit de la seconde opération de réintroduction d'iguanes terrestres menée par le Parc national des Galapagos. Ces iguanes vont rejoindre les 1500 individus déjà relâchés l'an dernier pour repeupler l'île. Depuis 200 ans, la population d'iguanes de Santiago a été entièrement dévastée par les dégâts provoqués par les cochons, les chèvres, les rats et les chats introduits par les colons. Les équipes du parc ont dû mener plusieurs campagnes d'éradication pour débarrasser l'île des animaux envahisseurs. L'iguane terrestre joue un rôle essentiel car elle disperse des graines et maintient des espaces ouverts, sans végétation. Ce qui est arrivé sur cette île révèle la fragilité des écosystèmes de l'archipel et l'importance du travail des équipes du Parc national des Galapagos. Dans les pas de Darwin, j'ai rencontré ceux qui étudient et protègent cette faune sauvage dont on a encore beaucoup à apprendre. Ce voyage extraordinaire, au cœur de l'histoire évolutive des espèces, m'aura permis d'ajouter des dizaines de planches à mon encyclopédie.